Notre appel aux dons doit permettre d'amplifier l'action de TV Liberté, d'équilibrer notre budget annuel, de prendre en compte les mois d'été où les rentrées financières se raréfient et surtout de soutenir les actions de développement des prochaines semaines. Imaginez un instant que TVL ait la puissance de France 2, TF1 ou BFM. Aidez-nous par un don utile contre le parti des médias. Contre ce parti des médias, prenez le parti des libertés. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous, avec moi pour ce Zoom, Jérôme Bergamy. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un aventurier, un écrivain. Vous venez nous parler de votre voyage à pied en Afrique en 2019. Ça s'appelle La Terre en Marche 2. C'est quoi La Terre en Marche ? Alors, La Terre en Marche, c'est le nom, au départ, de l'association que nous créons avec mon épouse. Nous cofondons La Terre en Marche. C'est le nom de l'action que nous menons à travers le monde depuis 2014, uniquement à pied, à la rencontre des peuples et des cultures. J'écris, moi, sur la route depuis plus de 20 ans. 8 livres racontent 20 ans d'aventure, 20 ans d'expérience, à l'étranger, mais aussi en France. Et en 2014, une bascule s'opère. Nous décidons de modifier complètement notre façon de partir vers l'inconnu, de partir à l'aventure, de prendre le risque d'aller véritablement comme des pèlerins sur la route, donc en allant à pied rencontrer les peuples du monde. La Terre en Marche n'a rien à voir avec la République en marche. Quand nous faisons des conférences avec ma femme, les gens parfois s'interrogent. Nous l'avons créée avant la République en marche. Nous ne sommes pas des marcheurs macronistes, loin de là. Nous portons la terre du monde entier, des 5 continents, dans 2 bourses en cuir que nous vous avez amené, je crois. Absolument, Vincent. Je vous montre cette bourse. Une bourse pour ma femme. On voit qu'elle a vécu cette bourse. Elle a passé toutes les frontières depuis 2014. Elle a supporté tous les climats possibles, la pluie, le vent, la neige, le froid, le soleil. De la terre des 5 continents au départ, pour représenter le monde entier. Et un fil conducteur dans cette aventure, nous portons cette terre et nous organisons dans les villages, dans les écoles, avec les populations locales, des cérémonies d'échange de la terre. Alors racontez-nous, voilà. Je viens concrètement, j'entre dans un village avec ma femme, le village se réunit autour de nous, je vous offre matériellement une poignée, Vincent, de cette terre du monde. Offrez-moi la terre de votre pays, de vos racines, de votre histoire, et déposez cette terre dans nos bourses. Nous portons symboliquement cette terre de peuple en peuple, de culture en culture, de religion en religion depuis 8 ans. C'est un véritable geste d'humanité. C'est profond, c'est puissant, c'est simple, mais je vous assure que c'est émotionnellement très fort. Dans certains pays, ça génère des émotions qui sont on veut bien vous croire parce que très ancrées. On a lu votre récit de voyage. Alors, c'est pas vraiment un récit au sens strict, c'est plutôt un journal. Ouais. Dans l'esprit de ce que peut écrire, j'ai pensé à Philippe Tesson. Ça s'en rapproche un petit peu, même si effectivement vous avez Sylvain, effectivement, Sylvain, son fils. Vous avez effectivement ce rapport à la terre avec un T majuscule. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous différencie de certains écologistes aujourd'hui qui mettent justement cette majuscule au mot terre et qui ont, contrairement à ce que vous avez, ce que vous mentionnez, ce que vous décrivez dans votre livre, un rapport à l'universalisme qui est un internationalisme BA presque, sans frontiériste. Vous êtes plus du côté de l'enracinement, vous. Ah, complètement. Je suis tout sauf sans frontiériste, qui pour moi amène le chaos entre les peuples. Cette terre, c'est à la fois bien évidemment, et nous le répétons dans toutes nos cérémonies, le symbole de l'unité entre les hommes. Cette terre, nous en venons tous, nous y retournons tous, elle nous nourrit tous. C'est un symbole de paix entre hommes de même nature et de respect entre nos cultures. C'est universalité et identité et attachement des hommes à leur terre natale. Le droit pour les peuples de préserver leur culture, de la défendre et de la transmettre. Nous sommes avec ma femme sur un chemin de crête. Il y a ces 2 aspects. Nous
on ne nous parle plus que de l'universalité, de l'universalisme, l'internationalisme. Mais ça ne va pas. C'est un des Plutôt, ça ne va pas sans l'enracinement. C'est impossible. Il nous faut les deux. Et aujourd'hui, nous sommes en reconquête de cet enracinement. Et c'est ce que vous montrez très bien dans votre livre, qui est très beau, qui est très touchant. Merci. Puisque vous êtes parti avec votre fille qui avait à l'époque, en 2019, 2 ans à peine. Exact, 20 mois quand on arrive à Addis Abeba. Ouais. Donc, La Terre en marche 2, je rappelle, c'est le 2e tome qui se consacre donc à votre périple à pied en Afrique de l'Est. Vous aviez d'abord fait un voyage de l'Italie à la Chine. Exact, de la maison natale de Marco Polo le 20 juin 2014 jusqu'à la frontière kirghizo-chinoise le 3 juin 2016, le long de la route une des routes de la soie. Là, cette fois-ci, votre périple démarre en Éthiopie, à Addis Abeba. Vous atterrissez à l'aéroport, puis vous partez vers le sud. Nous devions partir vers le sud. Tout a été bouleversé. On a dû s'adapter. Racontez-nous. C'est-à-dire que l'Afrique, vraiment... On s'est fait violence pour aller en Afrique. On avait des images, des préjugés, comme tout le monde. La peur des attaques d'animaux, la peur des maladies, la peur des conflits ethniques. Mon tropisme à moi et à mon épouse, qui vient de Roumanie, Sabina, de Transylvanie, c'est l'Est. On a toujours poussé vers l'Est. Et là, on s'est dit, si on ne va pas en Afrique maintenant, on n'ira jamais. On va réaliser ce geste-là sur les chemins d'Afrique. Alors allons-y. Arrivé en Éthiopie, c'est vrai qu'on a été complètement décontenancé. Le chariot de traction en morceaux, je l'avais à peine monté une seule fois en Bretagne, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Oui, parce qu'en fait, vous voyagiez avec un chariot que vous tractiez. Et oui, parce que moi, je portais ma fille. Voilà, dans le dos. Ma femme tractait 40 kilos de matériel. On arrive en Éthiopie et tout de suite, le consul nous dit, les gens nous disent, n'allez pas vers le sud, il y a une zone qui est conflictuelle entre le Kenya et l'Éthiopie. Il y a des attaques régulières. Nous avons insisté, mais 3 jours avant de nous lancer, effectivement, 17 morts dans cette ville. Et vous allez quand même au sud, vous allez à Hawassa. Ensuite, oui, nous allons à Hawassa, mais on va changer notre itinéraire et on va se diriger vers le nord, pour atteindre la ville sainte des chrétiens éthiopiens, Lalibela, les 12 églises sacrées taillées dans la roche de Lalibela. Mais ça modifie tout. C'est de la montagne, c'est 2500 à 3000 mètres d'altitude, ce sont les hauts plateaux d'Éthiopie. Le chariot n'est pas fait pour ça. Ça va être oui, mais pas de moustiques, vous racontez. Mais aucun moustique, voilà. Saison sèche, de paludisme. Pas de palud. Ça aussi, on était inquiets avec ça. Alors, il y a beaucoup de... Effectivement, c'est un livre qui est foisonnant, il y a beaucoup de choses, des références, puisque vous avez été, je crois, professeur agrégé de lettres modernes. Alors, je ne suis pas professeur agrégé, j'ai été professeur de français en Égypte, un court moment de ma vie. Ce qui explique aussi votre plume et donc toutes ces références littéraires, et il y a aussi toutes les descriptions et vos réflexions. Alors, votre périple n'a rien, je pense que les téléspectateurs l'auront compris, d'un tour opérateur avec piscine, safari. C'est tout ce que je combats. Mais justement, parlez-nous de ça. Vous expliquez que la réponse que vous faisiez aux gens qui vous disaient « vous êtes fou de voyager avec un enfant si jeune notamment ». Ça m'a marqué. Est-ce que vous voyez à quoi je fais référence ? Écoutez... Le confort, c'est ça qui est dangereux. Oui. La folie, elle est là. La folie, elle est là. Le goût du risque, il est là. On essaye de le modérer. On essaye bien sûr de ne pas rentrer dans des zones véritablement conflictuelles. On tient à notre tête aussi. Mais le fait de mettre sur le tapis notre confort, nos certitudes, le fait de vouloir effectivement bouleverser le regard que l'on pose sur nous, ne plus être considéré comme des touristes, ne plus être considéré comme un occidental juste avec un rapport monnayable avec lui. Non. Mais vous racontez des problèmes que vous avez eus vis-à-vis de ce rapport à l'argent, où finalement on est en tant que marcheur blanc européen renvoyé à sa catégorie ethnique presque, ou en tout cas de touriste. En tout cas, en tant que marcheur, on en sort. Surtout en Éthiopie. On était pris souvent même pour des réfugiés syriens. Et là, on nous donnait des sous. Les Éthiopiens nous donnaient un peu d'argent. Pourtant, les Éthiopiens vous en demandaient beaucoup aussi. Vous racontez Moni. Ah, ça a été redoutable. Il y a un rapport à l'étranger, aux Blancs notamment, qui est assez rugueux de la part de la jeunesse notamment. On a essayé de s'en sortir, mais psychologiquement, c'est vrai que ça a été lourd. Mais en même temps, l'Éthiopie mérite d'être revisitée plusieurs fois. Il y a eu des rencontres magnifiques. Et Beraket, cet homme qui nous a accompagnés sur près de 700 km, a été une rencontre admirable, magnifique.
Je devrais retourner en Éthiopie 3, 4, 5 fois pour vraiment le sentir. On l'a vécu à notre façon. Parfois, ça a été dur. Mais c'est très exotique, des fois, vous racontez le rapport au consentement à l'impôt, par exemple, en Éthiopie. Oui, et ça, c'est drôle. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote ? C'est drôle, le consentement à l'impôt, quand les fourgonnettes sillonnent les villages avec le haut-parleur pour dire qu'il faut payer le gouvernement. Oui, on pourrait imaginer ça. En France, ça rentrerait peut-être mieux dans les caisses. Mais je reviens sur un point, Vincent, récit de voyage. Effectivement, ça, c'est une chose aussi avec laquelle avec mon épouse, on a discuté souvent. C'est assez restrictif. Ce n'est pas un récit de voyage véritablement, c'est vrai. J'aborde, c'est écrit sous forme de journal. C'est une écriture fragmentée qui permet d'aborder les situations vraiment sous différents aspects, avec des styles très différents en fonction de l'inspiration du jour. J'écris vers. Ouais, je versifie, j'écris de la poésie, j'écris des dialogues intérieurs. Il y a des portraits, il y a des atmosphères. J'aborde les sujets politiques, j'aborde les sujets économiques, écologiques. Je raconte avec intensité, le plus d'intensité que je peux, sans gommer, sans effacer les petitesses, les mesquineries qui nous habitent, mais non plus, sans gommer non plus les élans de bravoure. Ce sont des livres entiers que je veux faire vivre. Je propose un parcours au lecteur, de s'approprier un parcours d'homme. Alors, on a beaucoup parlé de l'Éthiopie, mais donc vous êtes allé ensuite en Tanzanie, oui, où l'ambiance était relativement différente, même s'il y avait aussi ces conflits ethniques toujours dans le fond, dans le décor. Vous avez assisté, vous parlez d'une messe évangélique. Ça vous a frappé, la messe évangélique? Oui, parce qu'en fait, c'est juste avant que vous appreniez que Notre-Dame est en flammes, ou quand a été ravagée par les flammes, puisque vous l'apprenez après. Oui. Et il y a ce rapport aussi à l'altérité et à ce qu'est la religion catholique chrétienne, en tout cas. Tous mes livres sont traversés par ces questions, par ce questionnement au divin, par ce questionnement à la foi, par ce questionnement qui m'anime complètement, qui me désarçonne parfois. Là, on rentre dans des pays, alors en Tanzanie, effectivement, et en Afrique en général, les églises protestantes, évangéliques, charismatiques sont très très présentes. On assiste à des messes, vous savez, où les gens rentrent en transe, en fait. Ce qui n'a rien à voir avec... non, le pasteur rentre en transe également, c'est impressionnant. Hein. Vous en ressortez sonné de ces messes, véritablement. J'apprends que Notre-Dame brûle, effectivement, et là j'y vois le symbole peut-être du déclin de la France, comme c'est lu par des millions et des millions de Français. Je croise souvent les informations avec ce qui se passe en France, ce qui se passe dans ces pays, et comment est traversée l'Europe par les grands enjeux majeurs, les enjeux de transformation culturelle que nous vivons, que nous subissons, que nous n'acceptons plus. C'est pour ça que mes livres sont engagés, véritablement. La Tanzanie, vous avez dit, oui, des conflits ethniques, mais moindres. Il y a quelque chose qui se passe. En Tanzanie, vous savez, il y a à peu près une centaine d'ethnies. Aucune ne fait plus de 2 à 3% de la population. Ça crée comme un équilibre au sein de ce territoire, chose que n'a pas l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est 80 ethnies avec 5-6 ethnies très majoritaires, plusieurs millions d'habitants sur 100 millions. Et on a des ethnies qui demandent des sécessions, qui demandent l'indépendance. En Tanzanie, on n'a pas ça. Les Maasai, qui sont les plus connus, par exemple, ne représentent que 2% de la population en Tanzanie. Alors, ils appellent leur pays Inchi Amani. Ça, ils le répètent souvent, pays de paix. On nous dit, nous sommes pauvres, mais nous sommes en paix. Et vous racontez qu'ils sont fiers de cette paix. Exact, c'est un bien très précieux. L'équilibre tient jusqu'à présent entre chrétiens et musulmans. Même si on observe depuis 2-3 ans des attaques dans le sud-est tanzanien par des groupes djihadistes. Et puis cet investissement massif que vous racontez pour construire des mosquées, oui, alors que les églises sont plutôt délaissées. Exact. La Turquie, on la retrouve partout. Ouais, en Afrique et dans le monde turcophone qui part de Turquie jusqu'en Mongolie. Le continent africain vous inspire aussi des réflexions sur le voyage en lui-même qui, pour vous, vous apparaît comme un but. À un moment, vous dites que c'était un devoir de faire ces voyages. Un devoir envers qui? Pourquoi c'est un devoir, la notion de devoir? Alors, je ne me souviens plus où j'ai écrit que c'est un devoir exactement, mais ça me parle. Non, mais on le voit sur ce plateau, vous êtes très habité par ces voyages. Mais je crois que je fais une boucle dans ma vie. Je crois que depuis mes 19 ans que je suis reparti vivre en Bretagne, chercher mes racines, mon identité familiale, ma culture, la langue. J'ai fait tout un chemin. J'étais appelé pour être en chemin.
Et ça ne m'a jamais lâché. J'ai changé de métier 36 fois. J'ai travaillé dans des métiers très très différents. J'ai travaillé dans le monde de la nuit, j'ai été aide-soignant, j'ai été agent mortuaire, j'ai été laveur de carreaux, j'ai travaillé comme ouvrier chez Bosch. Enfin, des métiers, j'ai été prof de français. Tout ça, ça constitue une œuvre, ça constitue un homme. Le chemin, le voyage, bien sûr, l'envie de découvrir le monde, mais aussi l'envie de répondre à des interrogations existentielles sur ma personne et en même temps d'essayer de comprendre comment le monde fonctionne, comment nous pouvons vivre justement entre chrétiens, musulmans, non-croyants, comment ça se tient tout ça. C'est un devoir, je pense, d'essayer d'apporter un peu de paix à soi-même et aux autres. De rechercher la chaleur humaine. Je crois que je cours après cette chaleur humaine depuis plus de 25 ans. Et je vois mon pays se déliter. C'est lié, hein, tout est lié. Mon pays se délite, sa culture s'effondre, les communautés se forment. Je vois le péril arriver, j'en parle, j'en souffre. Et j'essaye de dépasser ces questions qui nous étouffent. Vous ne partez pas à l'étranger pour mettre loin de vous ces problèmes-là. Non, c'est plus une façon de retrouver. On a l'impression, là, c'est en fait, juste ce que vous dites. Le temps, un témoignage des temps immémoriaux qui n'existent plus en Europe, qui révolue ce temps-là, avec des valeurs simples, y fuir, si quand même une modernité qui vous semble assez exaspérante. Oui, Sabina, mon épouse, vous dirait que je fuis. Je fuis quelque chose. Voilà, elle me dit, tu fuis depuis 25 ans. Mais je fuis quoi? Je me fuis moi-même, je fuis effectivement la modernité, je fuis le superflu qui nous paralyse dans notre vie, et dont parfois j'explose avec ça. Oui, il y a une fuite. On ne part pas comme ça pendant des années, à pied, à vélo, enfin à vélo non, mais en pirogue. On ne part pas comme ça sans fuir. Mais en même temps, on ne quitte jamais les questions qui vous habitent. On y répond aussi. C'est pas, vous voyez, c'est pas tout noir ou tout blanc. Et on vous y apporte des réponses sur le chemin, parce que vous citez des témoignages d'autochtones, de gens qui habitent là-bas, ou qui sont revenus d'ailleurs en Éthiopie, puisqu'il y a beaucoup d'adoptions, ou en tout cas il y avait, puisque vous expliquez que c'est fini, mais de gens qui reviennent au pays et qui se sentent ni français, ni éthiopiens, et qui manquent cette identité. Il manque des repères, il manque des racines, il manque un ancrage, bien sûr. Ça, c'est des situations qui sont difficiles à vivre. J'en ai rencontré, ouais. Et quand vous dites des gens qui me parlent de notre pays, vous savez, moi, ce sont les autres peuples qui m'ont fait, je pense, prendre conscience de notre trésor, qui est notre pays. Ce sont des Géorgiens, ce sont des Arméniens, ce sont des Iraniens, ce sont des Turcs, ce sont des Albanais, ce sont des Éthiopiens, des Tanzaniens qui, eux, savent ce qu'est un pays, ce qu'est une communauté d'hommes soudés autour de valeurs communes, d'une histoire commune, autour d'une langue aussi. Mais pourtant... ça, ils m'ont fait envie de défendre mon pays. On pourrait vous rétorquer ce que vous nous expliquez juste avant, c'est-à-dire qu'en Tanzanie, il y a 20 ethnies et c'est la paix. Donc pourquoi... Oui, les situations ne sont pas les mêmes. En Tanzanie, entre chrétiens et musulmans, ça tient depuis 1000 et quelques années. Les musulmans commerçants sont arrivés déjà dans cette partie de l'Afrique au 7e siècle. Il y a une très très longue tradition de cohabitation, on va dire. Elle n'a peut-être pas été toujours heureuse, hein, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire tanzanienne, mais en Éthiopie c'est pareil, on a les plus anciennes communautés chrétiennes. Dès le 7e siècle, des musulmans qui s'installent, des juifs également, il n'en reste plus parce qu'ils ont tous été rapatriés en Israël, ou quasiment tous. Mais c'est vrai, les situations, on ne peut pas coller la situation française à la situation tanzanienne, mais on peut voir des gens, des hommes, attachés véritablement à leur coutume, leur culture, même si elle est très diversifiée au niveau ethnique, ils ont réussi à créer un sentiment d'unité, chose qu'on a fait en France. À quel prix ? Moi qui viens de Bretagne par ma mère, je peux vous dire, quand la Troisième République a réussi à unifier, comment on a fait ? Mais en cassant littéralement les identités régionales. Interdit de parler breton et de cracher par terre. Et c'est un breton qui vous parle. Et c'était pas qu'en Bretagne. Donc ça a été très dur. Mais on l'a fait. Maintenant, on se sent français. On a mêlé nos histoires. Et ce n'est pas la même du coup qu'en Afrique. C'est ça que vous nous dites. C'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes cheminements sur la longue durée. Sur la longue durée, ce ne sont jamais les mêmes cheminements. Alors on a parlé du sacré, on a parlé de l'argent, on a parlé du voyage en tant que but absolu. Il y a un sujet, c'est l'eau.
tout simplement, en Afrique, il y a peu d'eau, il y a un manque aussi en denrées alimentaires. Est-ce que ce n'est pas ça qui explique la vitalité de ces populations africaines? Vous parlez beaucoup de l'eau, les lacs, la région des Grands Lacs avec le Malawi que vous traversez aussi à un moment, et le Zimbabwe à la fin que vous qualifiez de pays de la soif. Oui, parce que là on manque d'eau, on a très soif. Effectivement, les cuves sont vides par endroits et il fait de plus en plus chaud. Donc là, on va souffrir. Ça ne va pas durer non plus très longtemps. On va trouver toujours un peu d'eau. Mais l'eau, en fait, nous, c'est un problème quotidien sur la route. On doit véhiculer avec toujours 1,5 litre par personne au minimum, par jour. Donc il faut la trouver. C'est des questions qu'on se posait. Est-ce qu'on trouvera de l'eau? Alors au Malawi, on ne boit pas l'eau du lac, mais le lac occupe un bon tiers de la superficie du pays. Donc rien que de voir l'eau déjà, ça vous rafraîchit. C'est pour ça qu'on a changé d'itinéraire. On devait passer par la Zambie au départ. Mais on en avait tellement marre de la savane, des baobabs grillés, on n'en pouvait plus. Donc on a décidé, avec notre ami Thierry, un autre breton qui fait partie du projet et qui marche avec nous, de bifurquer sur le Malawi. Alors le Nord Malawi, c'est vrai que là, il n'y a pas grand-chose. Oui, c'est un petit pays, le Malawi. Il est assez long, il fait, je crois, 800 ou 900 km de long. Mais il est presque imbriqué dans la Tanzanie. Entre Tanzanie, Mozambique... Et d'ailleurs, avec des frontières, vous racontez, quand vous les traversez, qui sont compliquées, parce qu'il y a des tensions, il y a des postes de police. Alors, les tensions sont surtout... Là, c'était entre l'Éthiopie et le Kenya. Après, on n'a pas rencontré de tensions. Sur le Zimbabwe, on avait des échos très négatifs sur la situation économique, en nous disant que les magasins étaient vides complètement, que le rapport au blanc était détestable. On nous disait n'y allez pas à pied, n'y allez pas à pied. Finalement, on a donné un dernier coup de collier au Zimbabwe depuis Harare jusqu'au lac de Kariba. Ça a été admirable. Autant reçu par les Noirs que par les Blancs. Et on a pu plonger dans l'histoire, on va dire, des descendants de colons, qui nous ont raconté aussi leur histoire, donner leur point de vue et sur les massacres en cours, etc. Il y en a. Et cette guerre de l'eau dont on parle en Afrique, est-ce qu'on la voit quand on y est? Là, non, je n'ai pas eu la guerre. On n'a pas eu la. Vous n'avez pas manqué d'eau? La guerre de l'eau. Non, on a trouvé de l'eau. On a toujours des pastilles au chlore. Je vous dis, il y a des puits. Énormément d'ONG ont creusé des puits dans les villages, par exemple. Il faut arriver à telle heure. Entre 5h et 7h, le puits est ouvert. Tout le village se réunit et il faut être là au bon moment. Là, vous remplissez vos gourdes. Il y a des pompes, il y a des puits. Les gens trouvent de l'eau quand même. Alors, il y a peut-être des zones à l'est éthiopien beaucoup plus désertiques, beaucoup plus chaudes. Mais on n'a pas eu ce souci-là, non. Alors, vous deviez aller jusqu'en Namibie? En Namibie. En Namibie. Jusqu'en Namibie, mais on avait vu gros. Hein. Mais alors, donc pourquoi? Parce que finalement, vous aviez prévu de faire un passage en avion, enfin de raccourcir le... Il était prévu... Le parcours initial devait faire 5000 km. Ça, c'était vu de France. Une fois sur le terrain, c'est très différent. Et surtout avec une fille de surtout avec ma fille qui a pris donc 11,5 kg au départ, mais elle prend du poids, même si on la nourrit très peu. Vous en parlez beaucoup de votre fille, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que... C'est très agréable et ça rajoute un côté vivant en fait, incarné au récit. Oui. Ma fille, c'est l'énergie de cette aventure aussi. Je la porte, moi, pendant près d'1 an sur le dos. Elle est avec moi, elle est complètement associée à mon corps même. Hein. Donc 11,5 kg au début, et puis elle va prendre du poids un peu, donc je vais finir avec 17 kg sur le dos, je n'en peux plus, je ruisselle littéralement. Ma femme aussi, c'est 35 kg, ma femme est une héroïne, je tiens à le souligner, Sabina est une héroïne, je ne connais pas... Combien de femmes ont réalisé 6000 km de Venise jusqu'en Chine et ensuite 2300 km avec 40 kg de traction? Je ne sais pas. Vous racontez qu'elle a hésité d'ailleurs à repartir. Oui, parce qu'elle avait eu des soucis. Elle avait été opérée en Ouzbékistan. Elle avait donné de sa personne. Hein, et finalement, on repart ensemble. Ouais. Ma fille, c'est vrai, elle est là-dedans. C'est un moteur, c'est une énergie, c'est une petite fée, c'est une princesse qui est là, qui apprend les arbres, la nature, les animaux, qui apprend à parler, à baragouiner du swahili, de l'amharique. Voilà, tout un tas de dialectes, c'est incroyable. Elle s'en est sortie beaucoup mieux que nous. Hein. Elle était heureuse. C'était un jeu de trouver un endroit où dormir tous les soirs. Vous l'écrivez, vous, le mot heureux à la fin, vous dites... Je le dis à la fin. C'était fantastique. Et mais combien de fois on a failli revenir? Combien de fois on a failli arrêter? Tellement c'était dur.
Mais à la fin, je le dis heureux. Heureux et fier, oui. Ouais. À quand votre prochain voyage? Est-ce que vous êtes reparti depuis 2019? Alors non, nous ne sommes pas repartis depuis 2019. Nous sommes revenus donc en Bretagne et puis installés à Avignon. Et 3 semaines après, les confinements tombaient les uns après les autres. Ça a duré 1 an et demi, presque 2 ans, cette histoire. Mais comment on vit quand on a passé une dizaine de mois Très difficilement. Ah non, ça a été un enfermement total. Et puis impossible de travailler puisque toutes les structures dans lesquelles nous intervenons en tant que conférenciers, les entreprises, les médiathèques, les écoles, les associations, fermées. Ça a été très très dur. Mais on a fait autre chose. On a continué à travailler sur les vidéos, on a publié les livres, on s'est engagé sous différentes voies. Mais le prochain voyage, écoutez, on est à la recherche maintenant, nous, de sponsors. Tout ça est autofinancé. On recherche sponsors, mécènes, des télévisions qui nous suivent sur la route pour financer les 3 prochains continents à pied. 13 000 km, Amérique, Océanie, Asie du Sud-Est, pour accomplir ce geste avec l'ensemble de l'humanité, symboliquement. Voilà, on a tout prévu. Donc la terre qui est dans cette bourse que vous avez, je suppose, qui vient d'Afrique en fait. Vous avez de la terre qui vient aussi d'Afrique, que vous avez mélangée. Exact, il y a de la terre d'Amérique, d'Europe, d'Asie, d'Océanie, d'Afrique, de tous les pays traversés, depuis Venise jusqu'en Chine, l'Iran, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan. Il y a de la terre de partout. Il y a de la terre de France, il y a de la terre de Bretagne, il y a de la terre de partout. Peut-être conclure là-dessus. Qu'est-ce que vous ressentez ou qu'est-ce que vous avez l'impression, qu'est-ce que vous voyez dans le regard des gens quand vous leur donnez cette terre et qu'ils... Eh bien, écoutez, Vincent, je retrouve parfois, selon les pays, une émotion intense quand un Géorgien, je le répète souvent, ou un Arménien vous offre la terre de son pays. C'est comme s'il vous offrait un bras ou une jambe. Ce sont des peuples qui ont failli disparaître, rayés par les Turcs, les Perses ou les Russes et qui sont toujours là. N'allez pas leur parler d'un monde sans frontières. Eux, les frontières, c'est leur survie. Et la terre, ils sont ancrés dans leur sol, véritablement. Même chose pour les Iraniens, un pays sous embargo depuis 30 ans, 2 étrangers qui arrivent en disant « je vous offre la terre du monde rejoint l'Iran et l'Iran rejoint le monde », ça porte énormément. C'est une aventure humaine exemplaire et que je souhaite faire connaître au plus grand nombre. D'où, puissent-ils vous entendre, les sponsors que vous cherchez. Oui, on recherche vraiment à faire découvrir la Terre en marche. J'invite nos téléspectateurs à aller voir vos vidéos. Oui, sur notre chaîne YouTube. On voit effectivement quelques minutes les cérémonies. En quoi consistent les cérémonies? Il y a des cérémonies, il y a des teasers de présentation, il y a des courts-métrages de présentation. Ouais. Et voilà, on finira là-dessus. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci à vous d'être venu sur notre plateau, nous parler de votre temps. Merci Vincent pour cet entretien.